هودي مسيحيين تنك. بدنا القانون، بدنا القانون، بدنا القانون. بالاخر التنك بتكبيه. الكويت عم تتعرض لحرب كتير كبيرة، بأساسها حرب بالشام بالضاحية الجنوبية، عون وجماعته. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur Futur TV pour cette nouvelle édition de la rédaction. Voici les titres de ce journal. Liban, les candidats aux législatives se succèdent au ministère de l'Intérieur pour déposer leur dossier. Le gouvernement sortant doit se réunir lundi pour nommer les membres de la commission de supervision des élections. Michel Sleiman condamne l'engagement massif du Hezbollah dans les affrontements en Syrie, rappelant que la résistance a de tout temps lutté pour des causes nationales et non confessionnelles. Damas donne son accord de principe sur sa participation à la conférence internationale sur la Syrie proposée par Washington et Moscou. La réponse de l'opposition syrienne se fait toujours attendre. Et à suivre également dans cette édition, Barack Obama dévoile sa nouvelle politique antiterroriste. Le président américain entend revoir la détention de prisonniers à Guantanamo ainsi que l'usage de drones de combat, deux des aspects les plus controversés. Des dizaines de candidats aux prochaines législatives se sont présentés ce vendredi au ministère de l'Intérieur, 2 jours avant l'expiration du délai constitutionnel pour le dépôt des candidatures. Les retardataires n'ont en effet plus que la journée de lundi pour soumettre leur dossier. Faute d'un consensus sur une nouvelle loi électorale, les principaux partis politiques du 8 et du 14 mars, à l'exception notable du Hezbollah et des Kataeb, ont soumis leur candidature sur la base de la loi de 1960 qu'ils rejettent pourtant farouchement. Le chef du Parlement et du mouvement Amal, Nabih Berri, a dépêché son conseiller Ali Hamdan pour présenter sa candidature aux législatives. Le chef du courant patriotique libre, Michel Aoun, le ministre sortant des télécommunications, Nicolas Sahnaoui, ainsi que plusieurs responsables du courant aouniste ont aussi présenté leur candidature. Des membres du courant Marada de Slimane Frangier ont aussi fait le déplacement. Du côté des forces libanaises, plus de 27 candidatures ont été déposées par l'avocat Fadi Moussallem. Les indépendants du 14 mars étaient aussi présents au ministère de l'Intérieur ce vendredi, ainsi que le Parti national libéral. Le député du courant du futur, Ammar Houri, a pour sa part indiqué que le parti de Saad Hariri avait pris la décision de déposer ses candidatures vendredi. Le ministre sortant de l'Intérieur, Marouane Charbel, a assuré que son ministère est prêt à tenir les législatives à la date prévue du 16 juin, si la Chambre ne décide pas d'un report, technique ou non, et si aucun accord sur une nouvelle loi n'intervient avant fin mai. Et puis, sachez que le gouvernement démissionnaire de Najib Miati se réunira lundi pour nommer les membres de la commission de supervision des élections et ouvrir les crédits nécessaires à l'organisation du scrutin. Michel Sleiman critique l'implication du Hezbollah dans les affrontements en Syrie, appelant au respect de la déclaration de Barabda. Lors d'une visite au ministère de la Défense à Yerzé à l'occasion de la journée de la libération et de la résistance, le chef de l'État a déclaré que l'image du Hezbollah est plus importante que celle d'être associé à des combats sectaires au Liban ou en Syrie. Il a rappelé que la résistance a de tout temps lutté pour des causes nationales et non confessionnelles. Michel Sleiman a par ailleurs souligné son soutien total à l'armée libanaise dans ses efforts pour mettre un terme aux incidents sécuritaires dans le pays. Il a ainsi estimé que ce n'est pas aux Libanais de payer le prix de la lutte des autres pour aboutir à la démocratie et qu'il revient uniquement à l'armée de protéger la nation, Tripoli, Saïda et les frontières pour empêcher le passage de combattants et d'armes. Et puis justement, le point sur la situation à Tripoli. L'armée libanaise est entrée à l'aube dans le quartier de Jabal Mohsen pour tenter de mettre un terme aux affrontements meurtriers qui opposent depuis dimanche ce secteur au quartier de Bab et-Tebbene. Les zones touchées ont été désertées par leurs habitants et les écoles sont restées fermées ce vendredi. Les combats ont fait au moins 23 morts en 5 jours dans la grande ville du Nord, dans les violences les plus meurtrières depuis des années. Au total, 197 personnes ont également été blessées dans ces affrontements. La journée la plus sanglante a été celle de jeudi avec 11 morts. Les combats se disputent à coups de roquettes RPG, de tirs au mortier, d'obus et d'armes automatiques. Si ces accrochages éclatent régulièrement à Tripoli, cette fois-ci, ils se sont propagés dans les quartiers adjacents des 2 quartiers rivaux situés dans le nord-ouest de la ville. La situation en Syrie à présent, Damas se dit prête à participer à une éventuelle conférence de paix internationale à Genève.
Reçu à Moscou ce vendredi, le vice-ministre syrien des Affaires étrangères a donné son accord de principe à la proposition russo-américaine, proposition qui vise à négocier une solution politique à la guerre civile en Syrie, qui a fait plus de 80 000 morts depuis mars 2011. Selon le ministère russe des Affaires étrangères, Damas a fait part de sa volonté de principe de participer à cette conférence pour que les Syriens trouvent par eux-mêmes une voie politique menant à une solution. Réunie à Istanbul, l'opposition syrienne doit se prononcer aujourd'hui sur sa participation à Genève II. Selon un de ses membres, la coalition nationale syrienne veut d'abord savoir si la délégation de Damas est mandatée pour prendre des décisions, y compris sur le transfert des pouvoirs à un gouvernement par intérim, un gouvernement de transition qui aura les pleins pouvoirs décisionnels. Et la réunion d'Istanbul intervient alors que l'opposition est en difficulté sur le terrain. Épaulée par le Hezbollah, l'armée syrienne avance sur Kousseir, une ville stratégique de l'Ouest, aux mains des insurgés. Téhéran, pour sa part, dément avoir envoyé des forces en Syrie pour soutenir le régime de Bachar el-Assad. Le ministère iranien des Affaires étrangères assure que ce sont les ennemis de Damas qui fabriquent ces accusations pour provoquer le peuple syrien. Au retour de la pause, nous ferons le point sur les attaques au Niger. Signe-t-elle le retour de Mortal Belmokhtar, dont la mort avait pourtant été annoncée en mars dernier? Réponse dans un instant. Processus de paix au Proche-Orient, John Kerry conclut sa 4e visite dans la région depuis sa prise de fonction. Le secrétaire d'État américain a exhorté Israéliens et Palestiniens à prendre des décisions difficiles. Des propos tenus après avoir rencontré les principaux dirigeants des deux bords au cours de ces 2 derniers jours. Le point sur la double attaque meurtrière au Niger. Il s'agit des premiers attentats suicides de l'histoire du pays. La première attaque a été perpétrée contre un camp militaire nigérien situé à Agadez, dans le nord du pays. À 200 km de là, à Arlit, une autre attaque s'est produite sur le site d'uranium du groupe français Areva. Ces attentats ont fait 21 morts et des dizaines de blessés. Ils ont été revendiqués par le groupe des signataires par le sang sous les ordres de Mortal Belmokhtar. Ce chef djihadiste responsable de la prise d'otage d'In Amenas en Algérie en janvier dernier avait pourtant été annoncé mort par le Tchad en mars. François Hollande a averti que Paris aiderait le Niger à anéantir les auteurs des attaques et à mettre fin aux prises d'otages. 4 Français employés d'Areva et enlevés en septembre 2010 par Al-Qaïda au Maghreb islamique sont en effet encore aux mains de leurs ravisseurs. Le ministre de la Défense a pour sa part assuré que la situation sur place est stabilisée. On écoute Jean-Yves Le Drian. À l'heure où je vous parle, la situation est stabilisée, en particulier à Agadez, où nos forces spéciales sont intervenues en soutien des forces nigériennes à la demande du président Issoufou, et ça a permis d'aboutir à une stabilisation de la situation, heureusement. Le président de la République l'a rappelé, il importe aussi d'avoir une bonne coordination avec les pays voisins, comme le Niger et les autres, pour progressivement assurer de nouveau une sécurité dans le Sahel, qui est une zone d'instabilité. L'objectif était que le Mali devienne un sanctuaire terroriste, ça ne le sera pas. Il faut maintenant éviter qu'il y ait, soit au nord Niger, soit dans une partie du Tchad, des risques identiques. Et puis on reste en France où François Hollande a annoncé la suppression de 24 000 postes supplémentaires dans les armées françaises d'ici 2019. Il s'exprimait lors d'un discours à l'Institut des hautes études de défense nationale. Je vous propose de l'écouter. J'ai donc décidé de maintenir à son niveau actuel l'effort pour notre défense. Le budget sera fixé en 2014 à 31,4 milliards d'euros, c'est-à-dire exactement le même montant qu'en 2012 et 2013. Au terme de la loi de programmation militaire 2014-2019, les effectifs du ministère seront réduits de 24 000 hommes supplémentaires pour atteindre environ 250 000 personnels de la défense. Ce chiffre, je veux que chacun l'ait à l'esprit. C'est l'effectif le plus important d'Europe. Barack Obama dévoile sa nouvelle politique antiterroriste 12 ans après le déclenchement de la guerre contre le terrorisme par son prédécesseur George W. Bush. Le président américain veut revoir 2 des aspects les plus controversés de cette politique, la détention de prisonniers à Guantanamo et l'usage de drones. Sur les 4 dernières années, mon administration a travaillé sans relâche pour établir un cadre sur l'utilisation de la force contre les terroristes.
en insistant sur des règles claires, sur la surveillance et sur la responsabilité. Tout cela est codifié dans un mémorandum que j'ai signé hier. Les États-Unis ne font pas de frappe pour punir des individus. Nous agissons contre les terroristes qui représentent une menace continue et imminente contre les Américains, et quand aucun autre gouvernement n'est capable de répondre de manière efficace à cette menace. Nous ne pouvons pas avoir recours à la force partout où s'enracine une idéologie radicale. Et en l'absence d'une stratégie qui réduirait l'extrémisme à la source, une guerre perpétuelle via des drones, des commandos ou des déploiements militaires serait perdue d'avance et changerait notre pays de manière problématique. Aujourd'hui, j'appelle une nouvelle fois le Congrès à lever le moratoire sur le transfèrement des détenus de la prison de Guantanamo. J'ai demandé au département de la Défense de désigner un site aux États-Unis pour les procès militaires d'exception. En Grande-Bretagne, la police a arrêté 2 autres personnes en connexion avec le meurtre d'un soldat à Londres. Il s'agit d'un homme et d'une femme, tous deux âgés de 29 ans. Ils sont soupçonnés de complicité. La police a par ailleurs mené plusieurs perquisitions, notamment dans la demeure de la famille de Michael Adebolajo, l'un des 2 hommes accusés d'avoir tué le militaire à l'arme blanche mercredi. Il est toujours sous surveillance armée et en détention dans un hôpital de Londres, avec le 2e suspect dans l'affaire. Avant d'être blessé par les forces de l'ordre, il avait indiqué avoir agi pour venger la mort de musulmans tués. Les hommages à Lee Rigby, le militaire assassiné, ne cessent d'affluer. Le jeune homme de 25 ans, père d'un enfant de 2 ans, avait servi en Afghanistan en 2009. Il ne portait pas l'uniforme au moment des faits. Il travaillait à Londres comme recruteur de l'armée. 1200 policiers supplémentaires ont par ailleurs été déployés dans les rues de la capitale britannique. En bref, dans le reste de l'actualité de ce vendredi, Ban Ki-moon souhaite que le déploiement de la brigade d'intervention soit accéléré dans l'est de la République démocratique du Congo. Cette brigade de 3000 soldats africains sera à pied d'œuvre dans 1 ou 2 mois, selon le secrétaire général de l'ONU. Dans la province congolaise du Nord Kivu, les combats entre l'armée et la rébellion ont repris de plus belle après plusieurs mois de trêve. 30 000 personnes ont dû fuir les violences. 5e nuit d'émeute dans les banlieues défavorisées de Stockholm, à forte population immigrée. Pas de blessés, mais une dizaine de véhicules ont été brûlés dans la capitale suédoise, tandis que 2 écoles et un commissariat de police ont été partiellement incendiés. 8 personnes ont été interpellées. À l'origine de ces violences, la mort dimanche d'un immigré de 69 ans, abattu par la police à son domicile. L'homme aurait menacé les policiers avec une machette. Les immigrés représentent 15% de la population du pays. Et puis, aux États-Unis, un drame a été frôlé la nuit dernière près de Seattle, dans l'État de Washington. Un pont autoroutier qui enjambe la rivière Skagit s'est partiellement rompu. Au moins 2 voitures sont tombées dans l'eau avec leurs 3 passagers qui ont été secourus in extremis. Les raisons de l'accident restent pour l'heure inconnues. Construit en 1955, ce pont a fait l'objet d'une inspection officielle de sécurité cette année. Considéré alors comme obsolète, son état avait cependant été jugé supérieur au minimum requis. Après avoir été entendue par les juges pendant 12 heures hier, Christine Lagarde continue de s'expliquer ce vendredi sur son rôle dans l'arbitrage rendu en 2008 en faveur de Bernard Tapie, alors qu'elle était ministre de l'économie. Un arbitrage contesté à plus d'un titre, les magistrats de la Cour de justice de la République décideront du sort de la directrice générale du Fonds monétaire international. Elle sera soit placée sous le statut de témoin assisté, soit mise en examen pour complicité de faux et de détournement de fonds publics. Christine Lagarde avait choisi de solder par un arbitrage privé un litige judiciaire concernant la revente par le Crédit Lyonnais d'Adidas contrôlé par Bernard Tapie. Ce dernier, qui s'estimait floué par la banque, a perçu 400 millions d'euros d'indemnité avec les intérêts. C'est la fin de ce journal. Tout de suite, le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Liban, les candidats aux législatives se succèdent au ministère de l'Intérieur pour déposer leur dossier. Le gouvernement sortant doit se réunir lundi pour nommer les membres de la commission de supervision des élections. Michel Sleiman condamne l'engagement massif du Hezbollah dans les affrontements en Syrie, rappelant que la résistance a de tout temps lutté pour des causes nationales et non confessionnelles. Damas donne son accord de principe sur sa participation à la conférence internationale sur la Syrie, proposée par Washington et Moscou. La réponse de l'opposition syrienne se fait toujours attendre.
Et puis Barack Obama dévoile sa nouvelle politique antiterroriste. Le président américain entend revoir la détention de prisonniers à Guantanamo et l'usage de drones de combat, deux des aspects les plus controversés. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne et en direct www.futurtvnetwork.com. Excellente suite de programme sur notre antenne et bon week-end. هودي مسيحيين تنك بدنا هالقانون، بدنا القانون، بدنا هالقانون. بالاخر تنك بتكبير. الكويت عم تتعرض لحرب كتير كبيرة، اساسا حرب بالشام بالضاحية الجنوبية، عون وجماعته